Bonsoir à tous, nous sommes en direct, bienvenue dans Déclic. Aujourd'hui, nous revenons sur un tournant majeur de l'économie nationale, la finalisation de la ligne ferroviaire minière Tindouf-Béchar. C'est un axe de près de 1000 km construit en plein désert en à peine un an et demi et qui s'apprête à entrer en service dès janvier 2026. C'est un projet titanesque, stratégique, inédit depuis l'indépendance. 950 km d'infrastructures ferroviaires, 800 km de rails déjà posés et réceptionnés, une cadence record de 10 km de rails posés par jour et plus de 45 ouvrages d'art dont certains dépassent 1 km. C'est la première arrivée historique du minerai de fer de Garage Billet à Béchar prévue dans quelques semaines. Ce n'est pas seulement un projet ferroviaire, c'est l'ouverture du chantier de valorisation de l'une des plus grandes réserves de fer au monde, 3,5 milliards de tonnes, on en parlera tout à l'heure. C'est une quantité gigantesque, capable d'alimenter une production allant jusqu'à 50 millions de tonnes par an à terme. Ce sont également des prémices d'une transformation économique profonde, faire de l'Algérie un exportateur de minerais de fer, soutenir des complexes comme Tosyali Oran ou même créer un pôle industriel complet à Béchar, notamment pour le rail, les wagons et la logistique. Ce projet incarne l'entrée de l'Algérie dans une nouvelle ère de l'économie réelle axée sur les ressources minières, les infrastructures lourdes et la souveraineté industrielle. Alors, pour m'accompagner ce soir en direct avec moi sur ce plateau et décrypter cette transformation majeure, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau M. Abdelrahman Hadef. Alors, Abdelrahman Hadef, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant, vous êtes également expert en géoéconomie. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi. À côté de vous, Hicham Baba Ahmed, consultant enseignant en marketing également. Merci, M. Baba Ahmed, d'être avec nous. Vous êtes consultant également à Canal. Merci, bonsoir. Et puis Mohamed Achir, docteur en géoéconomie, consultant également de l'émission. Merci M. Achir également d'être présent avec nous pour débattre de cette avancée majeure. On rattrapera l'occasion bien sûr de souligner toutes les avancées qui ont été faites depuis ces quelques mois qui viennent de passer derrière. Alors, revenons justement sur où on en est avec ce projet. Je vous propose d'abord de découvrir ou de redécouvrir un reportage qui revient sur les dernières, peut-être les dernières touches, les derniers travaux qui ont été menés sur place, en plein désert. Notre reporter Naïm El-Wali s'est rendu entre Tindouf et Béchar pour revenir avec ces images. Je vous propose d'écouter, plutôt de revoir son reportage. La voie de communication permettra l'acheminement du minerai de fer depuis Garage Billet, l'un des plus grands gisements au monde, vers le nord et les ports. L'histoire a commencé il y a moins de 30 mois et dans le monde austère du Sahara, tout était à faire, à commencer par les bases de vie. En amont et en parallèle au lancement des travaux au niveau de ce tronçon, plusieurs procédures avaient été engagées auprès des services concernés pour l'acquisition des autorisations d'installation de bases de vie, l'exploitation des gîtes d'emprunt et des carrières d'agrégats. Il y a aussi l'opération de déplacement de 68 lignes de réseaux divers interférant avec le tracé ferroviaire. Tout a surgi ex nihilo, au pied du sable, des pierres et de la terre. En moins de 30 mois, ouvriers, techniciens, ingénieurs algériens et chinois ont posé près de 900 km de rails partant directement de la mine, traversant plusieurs villes où des gares sont construites, comme ici à Abadla et à Tindouf. Notre entreprise CRCC a construit plus de 70 000 km de chemin de fer en Chine. Grâce à l'expérience que nous avons acquise et malgré les conditions très difficiles, nous pouvons aujourd'hui largement anticiper sur les délais. Nous avons aussi beaucoup de soutien de l'ANESRIF et de BCS. Des équipes de suivi des rendements journaliers ont été instaurées et chaque retard constaté a été suivi par des plans d'action appropriés et les retards ont été rattrapés. Garage Billet a mobilisé plus de 14 887 employés et 4 458 engins. Cette ligne minière, elle va drainer des trains minéraliers. C'est des trains très longs qui peuvent atteindre 2 km et quelques. C'est-à-dire la capacité de cette ligne, c'est 8 trains par jour. 8 trains minéraliers par jour pour satisfaire le transport de 50 millions de tonnes par an.
La gare voyageur Tindouf, je vais vous parler sur l'aspect architectural. On a utilisé la technologie la plus récente, que ce soit sur les équipements. On a les escalators, on a tous les systèmes de protection incendie, la protection pour tous les systèmes de protection modernes. On a utilisé sur cette gare. Sur l'aspect architectural, concernant les habillages des façades, on a utilisé des matériaux modernes aussi. Il a fallu des milliers de mètres cubes de terrassement, plusieurs kilomètres de murs de soutènement, plusieurs ouvrages d'art dont celui-ci entre Hassirkhabi et Lassel, sur une distance de plus de 4 km, soit l'un des viaducs les plus longs d'Afrique. Dans ce contexte, nous avons construit le viaduc Ouad Dora sur une longueur de 4 km 100, soit le plus long que nous avons réalisé en Afrique. Dirigé de bout en bout par l'ANSRIF, ce projet titanesque qui sera livré en un temps record permettra non seulement de dynamiser la région du sud-ouest algérien, mais aussi et surtout de limiter considérablement son isolement. Voilà, moins de 30 mois pour réaliser donc cette performance. Près de 1000 km de chemin de fer. Pour être précis, on est entre pratiquement 900 km qui ont été posés comme rail. Première question, Abdelrahman Hadef. La ligne Tindouf-Béchar, elle représente plus qu'une infrastructure ferroviaire. C'est carrément un boost pour l'économie nationale. Sans aucun doute. Quand on voit ce projet-là, il faut le prendre dans un angle de vue un peu plus large. Ce n'est pas seulement un projet d'infrastructure ou un projet dans le domaine du BTPH, mais c'est un projet qui est en train d'ouvrir tout un corridor économique pour toute une région qui est le sud-ouest algérien, qui va connaître quand même vraiment un élan économique très très important par la mise en exploitation du projet de garage Billette, mais aussi appuyé par l'infrastructure ferroviaire qui va permettre déjà d'acheminer les minerais extraits de garage Billette vers Béchar. Mais là, il y a une vision encore plus large pour cette région-là, parce qu'on parle aussi d'une toute une ville industrielle qui va s'installer entre Béchar et Mnéa aussi. Donc c'est une vision qui va un peu donner un nouveau équilibre régional pour l'Algérie. D'ailleurs, c'est un des engagements du président de la République de faire des hauts plateaux et du Grand Sud les nouvelles régions créatrices de richesse. Et là, à travers ce projet-là, on voit que déjà, il y a ce challenge de timing dans un temps vraiment court, record. Oui, des délais records. On a pu réaliser les chemins de fer, mais aussi il y a tout le projet qui suit avec. Donc, on en parlera bien sûr de toutes les stations qui seront justement prévues, notamment à Béchar avec l'usine de traitement qui est prévue là-bas. Je voudrais juste m'attarder un peu sur cette performance, car il est important de la souligner dans un pays continent comme l'Algérie. Peut-être que 1000 km de chemin de fer, en réalisant le projet, on a l'impression peut-être de dire que voilà, c'est quelque chose qui est déjà fait, mais il faut aussi souligner cette difficulté de travailler peut-être dans des conditions extrêmes, dans le sud. Entre Béchar et Tindouf, on est en plein sud, les températures sont très élevées, notamment pendant l'été et même pendant l'automne et le printemps. C'est quelque chose qu'il faut souligner aussi. Bien sûr, c'est un projet très compliqué à réaliser parce que quand on donne un chiffre 1000 km, il faut essayer de visiter la zone et voir dans quelles conditions, comment sont installés ces 1000 km. Donc, à mon avis, c'est un projet vraiment très important et qui va apporter une touche très positive économiquement à l'Algérie. Surtout, le fer, c'est quelque chose qui est utilisé dans toutes les industries, c'est-à-dire de la moyenne, petite, grande industrie. Et donc, c'est une matière première très demandée qu'on importait et qu'on compte exporter plus tard. Hamdachir ?
Donc c'est un projet d'abord qui est, comme on l'avait bien souligné au début, un projet structurant. C'est-à-dire avec l'effet structurant et l'effet d'entraînement qui va être créé, qui est déjà créé en tout cas, par ce projet, notamment en matière d'abord de création d'emplois et de dynamisation un peu de l'activité économique dans cette région, surtout dans la construction, donc va impacter après d'une manière structurelle l'économie algérienne. Parce que le choix de ce projet, c'est un choix d'abord stratégique, étant donné qu'il y a une vision nouvelle de mise en valeur des ressources minières de notre pays, que ce soit le phosphate ou le minerai, le zinc et d'autres aussi minerais. Donc cette vision-là est audacieuse parce que vous avez bien souligné effectivement, ce n'est pas facile de réaliser une voie ferrée de 1000 km dans une région quand même très difficile sur le plan climatique et qui n'a pas assez d'infrastructures d'abord, de vie, mais aussi de connexions routières. On avait vu sur le reportage qu'il y avait un préalable, on créait des bases de vie pour essayer un peu, c'est-à-dire l'initiative était structurée pour faciliter justement le travail des ouvriers sur place. Mais justement, c'est-à-dire ce projet a nécessité des coûts supplémentaires. Une logistique et des coûts. Il faut préparer le terrain, préparer justement la logistique et les bases de vie, etc. Et pour accompagner les 14 800 travailleurs engagés pour... Déployés, exactement. Engagés pour cette réalisation. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un projet audacieux et qui vient aussi d'une volonté politique et d'une nouvelle vision aussi développementaliste. C'est le concept de développement, de l'État développementaliste, c'est-à-dire une politique volontariste comme celle des années 70, des industries industrialisantes, et qui voulait contrôler tous les maillons de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de l'amont, du minerai par exemple, jusqu'au produit fini. Donc, et puis, ce qu'il faut souligner aussi, le délai de réalisation, c'est quand même une performance en matière, c'est-à-dire de délai de réalisation. Donc là, prouve que l'Algérie quand même est dans une étape de maîtrise de projet. Il y avait cette cadence, si vous me permettez, on avait cité notamment le ministre des Travaux publics qui était sur place, qui avait révélé ce chiffre, 10 km de rails par jour. Oui, c'est par jour. Oui. 10 km, il faut vraiment... C'est important, oui. C'est un chiffre très très important, c'est-à-dire réaliser des kilomètres et encore, c'est-à-dire dans des territoires relativement hostiles. Absolument. C'est-à-dire, c'était pas facile. Et travailler... On parle également de 45 ouvrages d'art 45 ouvrages qui ont été réalisés, il faut le souligner, par des entreprises algériennes. On parle de Cosider, on parle aussi de Sapta, qui ont été déployés sur place et qui ont réalisé justement peut-être qu'on est aux alentours de 42 ouvrages avec les 3 derniers qui sont en voie de finalisation, mais c'est aussi un défi qui a été relevé. Oui, avec des centaines d'entreprises de sous-traitance dans ce projet. Donc l'effet d'entraînement justement, il est là. Parce que on réalise, c'est-à-dire on veut mettre en valeur la mine de Garage Bilet avec une mise en valeur de tout un territoire aussi et la mobilisation d'un outil de réalisation très important. Et cet outil de réalisation, donc il lui donne aussi cette expérience. Donc il y a une courbe d'expérience qui va être aussi gagnée dans ce projet-là. Donc plusieurs PME, mais encore d'autres entreprises publiques. Et puis on a aussi un élément très important qui est réalisé par l'Algérie, c'est les études. L'ANSF, quand même, il a une expérience assez importante, reconnue en matière d'études dans la réalisation des chemins de fer, donc tout ce qui est études. C'est-à-dire que le capital d'expérience existe. La maîtrise d'ouvrage, Donc tout ça, voilà, c'est toute une chaîne qui est maîtrisée. Et bien entendu, il y a le partenaire aussi chinois qui est là, mais il faut souligner une chose, que ce genre de projet, il y a très peu de pays qui les réalisent avec l'outil de construction
l'outil de réalisation nationale et les bureaux d'études nationaux. Ça, Très c'est peu de important de pays. le souligner. Abdelrahman Hadef, cette compétence algérienne, on l'a vu avec un partenaire chinois qui, bien sûr, qui apporte peut-être ce plus en termes d'expertise, mais la compétence algérienne, elle est avérée dans ce genre de projet. Quand on voit nos ingénieurs, on voit les ouvriers qui sont sur place, qui maîtrisent ces ouvrages qui sont très très compliqués à faire, surtout en milieu extrême. On le souligne encore, c'est très important. Bien évidemment. Pour revenir à ce projet, laisse-moi dire, peut-être citer une citation que j'aime beaucoup. J'ai toujours dit que les grandes nations ont bâti leur progrès sur des projets qui ont défié l'ordre établi. Et ce genre de projet vient défier justement l'ordre établi dans une zone assez difficile à vivre déjà. Et donc, pour créer de la vie, c'est à travers ce genre de projet. Et là, on constate, ayant déjà travaillé au Sud, j'ai fait 15 ans dans le Grand Sud, dans le domaine pétrolier, je vous assure que ce n'est pas évident de travailler dans des conditions pareilles et de réaliser cette infrastructure dans ce temps-là record. Donc, et là, je constate que l'Algérie est en train de monter d'un cran en termes de maîtrise, bien évidemment, et de compétences. Quand on voit ce que l'ANISREF est en train de réaliser dans tout ce qui est engineering, donc il y a une vraie maîtrise. Et c'est ça, à mon avis, la clé de la réussite de ce genre de projet. Et par la suite, il y a l'effet d'entraînement qui va vers une remontée de la filière avec les entreprises de réalisation. Donc on a les grands groupes algériens, les grands groupes publics dont vous avez cité, Cosider, Sapta, l'ONGOA, etc. Mais il y a tout un écosystème qui se met en place autour de ces grands groupes. Les sous-traitants également. Voilà, qui déjà sont entraînés dans ce projet d'infrastructure, mais ils sont là pour justement continuer, parce que le défi ne va pas s'arrêter en réalisant le projet d'infrastructure, mais là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un corridor économique qui va s'ouvrir, et là, on aura des bases industrielles qui vont s'installer, et il y aura des villes qui vont s'installer, parce qu'on aura besoin des employés, des fonctionnaires, des services qui vont accompagner ces zones industrielles, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, on va donner vie à une région. Il y aura un effet d'entraînement sur l'économie locale et notamment aussi l'implantation et la sédentarisation de beaucoup d'habitants. Oui, au contraire, peut-être on aura l'effet inverse de déplacement du nord vers le sud maintenant. Surtout avec des projets de grande envergure comme ces projets-là, celui de Garage Billet, mais surtout l'aspect industriel qui va, parce que c'est ça le défi que l'Algérie s'est un peu aussi tracé, c'est d'aller vers la valorisation de ces minerais. Merci. Hicham Mahmed, le choix de transporter le minerai à travers le chemin de fer. Les grandes nations de ce monde ont toujours fait ce choix d'aller tracer toujours le rail pour développer l'économie. Ce choix de ne pas aller sur le transport routier qui montrerait facilement ses limites avec les quantités énormes qu'on prévoit d'extraire notamment de cette mine qui est à ciel ouvert, il faut le rappeler, des milliards de tonnes qui vont être exploitées peut-être sur les prochaines décades. Le chemin de fer est aujourd'hui le cœur battant pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour cet effet d'entraînement. Bien sûr, parce que pas seulement pour la ligne Tindouf-Béchar, peut-être ça encouragerait éventuellement d'autres projets similaires pour des régions différentes dans ce pays. Bien sûr, en termes de logistique, on n'est pas en train de parler d'une centaine de kilomètres, on est en train de parler de milliers de kilomètres. Et pour faire ces milliers de kilomètres, il n'y a pas mieux que le train. Parce que surtout, pour des quantités, là on parle de tonnage. Donc c'est des tonnes de produits qui vont être transportés 24 heures sur 24, il faut le souligner. Et à travers le chemin de fer, il y a moins de risques pour les accidents, parce que les conditions climatiques, quand on parle de transport, à certaines heures, les camions ne circulent presque pas, parce que c'est des températures très élevées.
Et aussi, donc le train arrive à circuler parce que... C'est-à-dire vous soulignez la régularité du transport. Oui, parce c'est qu'il y a ça. une cadence qu'il faudra tenir. Parce qu'il faut dire qu'ils ont des engagements à tenir. Ils ont Parce parlé, que de 8 trains par jour. là. 8 trains par jour, oui. parce qu'il y a des engagements. On ne fait pas ce genre d'investissement pour à la fin être en retard pour livrer les minerais. Ça sera des usines qui vont fonctionner 24 sur 24. Et donc du coup, je ne pense pas qu'un projet pareil aurait fonctionné avec une logistique via des camions. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle d'un transport de près de 50 millions de tonnes de fer par an, ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire que ces engagements doivent être tenus sur le long terme. Exactement. Et puis, on peut utiliser le même rail, bien sûr, pour transporter d'autres produits. C'est pas bien au contraire, parce qu'on peut, à travers ce qu'a dit mon collègue M. Hadef, on peut éventuellement l'utiliser pour des logistiques autres que le fer. Donc, parce que les rails peuvent faire circuler des centaines de tonnes en va-et-vient d'une manière très aisée. Encore une fois, on parle de conditions climatiques très sévères, parce qu'il y a des... par exemple, si on parle du mois d'août, on avoisine les 52 degrés à l'ombre, hein, et donc au soleil, on peut aller jusqu'à 70 degrés. Donc le train reste le meilleur moyen. Le meilleur moyen. Le président de la République, il était à Constantine jeudi dernier, avait déclaré que l'exploitation de la mine et l'inauguration de ce chemin de fer interviendrait éventuellement dans quelques semaines. On parle des premières cargaisons qui devraient arriver vers peut-être le début 2026. Quelles sont vos projections, d'abord à court terme, sur l'exploitation de cette mine ? Je pense qu'on est déjà dans les délais de ce projet, hein, parce que le projet, il faut le souligner qu'il est, c'est-à-dire projeté sur plusieurs au moins étapes. une décennie, hein, si je me rappelle bien, c'est jusqu'à 2042. Oui. Plusieurs étapes de réalisation du projet. Donc dans ce cycle de projet, je pense que janvier 2026, on est déjà dans la réalisation de l'une des étapes les plus importantes de ce projet, c'est-à-dire transférer le minerai de fer vers le nord pour soit son exploitation ou son exportation. Et c'était prévu dans le premier projet, effectivement, donc de transférer les 4 millions de tonnes, et 4 millions de tonnes donc, de minerai brut, et puis dégager 1 million de concentrés et 2 millions, je pense, de pellets de fer, donc, et qui vont être exploités par les usines algériennes. Notamment Toshali Oran. Oui, Toshali, il y a bien sûr après, avec l'augmentation de la cadence, donc il va fournir les usines sidérurgiques, hein, que ce soit le Djenjen ou l'usine de l'Hadjar, etc. Il y en a d'autres. Il y aura encore d'autres investissements parce que... Oui, c'est ça. Donc, on parle de AQS, oui, c'est ça. Ouais. Donc, parce qu'il faut... Et cela, d'abord, va en quelque sorte baisser l'importation de minerais. Parce qu'il faut rappeler que l'Algérie importe les pellets, ce qu'on appelle les pellets de fer. Environ 2 milliards de dollars. C'est quand même une facture, c'est-à-dire... il ne faut pas anticiper sur les questions, Mohamed Haché. Vous me laissez on va parler de la balance commerciale tout à l'heure. D'accord. Donc, je pense, janvier, on est déjà le fait qu'on termine, c'est-à-dire la voie ferrée, c'est déjà... Je pense, pour moi-même, c'est 50% du projet. Pourquoi ? Parce que si ce projet n'a pas été réalisé durant peut-être les années 70, les années 80, etc., parce qu'il y avait des défis, il y avait des contraintes. Bon, c'est vrai qu'il y avait la contrainte technique, c'était un peu la question du phosphore, donc le fer, etc. Mais maintenant, il y a une technologie, notamment les Chinois, qui arrive la solution pour déphosphorés, donc qui apporte la solution. Oui. Deuxième défi à relever, c'était la distance, justement. Vous ne pouvez pas transporter avec des camions, on est sur la voie routière.
Donc la distance était une contrainte qui a retardé la mise en valeur de cette mine de Garage Billet. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que c'était audacieux. Donc le fait que l'État... Parce qu'il y a aussi un autre paramètre qui est la volonté politique d'aller justement vers ce projet, car il faut, Voilà, il faut le dire aussi. C'est les pouvoirs publics, la volonté politique, mais le président de la République en personne, qui tenait beaucoup à ce projet. Donc il y a eu cette volonté de financer, mais parce qu'il y a un financement public important, il faut le souligner. C'est un investissement lourd. C'est un investissement, mais c'est un financement public de financer une voie ferrée de presque 1000 kilomètres. C'est pas rien. Lorsqu'on parle d'un projet de souveraineté, parce que c'est le principe de souveraineté, c'est-à-dire quand on va sur ces projets, vous êtes en train de dire que on parle pas d'une rentabilité immédiate, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de plus aller vers une industrialisation lourde, éviter peut-être ce minerai de fer qu'on est en train, pas le minerai, je veux dire, ces pellets qu'on est en train d'importer. Aujourd'hui, on est en train d'inverser doucement cette tendance. Et c'est important aussi de le souligner. Exactement, c'est l'objectif même. D'abord, c'est d'inverser cette tendance, c'est-à-dire de produire le minerai dans la mine de Garage Billet pour satisfaire la sidérurgie et la métallurgie algérienne. Qu'on maîtrise déjà. Qu'on maîtrise, bien sûr. Hein, le Hadjar, c'était un fleuron des années 70. Donc après, bien entendu, après la remontée de la filière progressivement, parce que l'effet d'entraînement, il va toucher plusieurs secteurs liés à la métallurgie, la sidérurgie et voire l'industrialisation. Donc c'est un projet qui vient quand même d'une volonté développementaliste, c'est-à-dire y aller avec une politique volontariste de l'État, avec des financements publics, mettre en valeur les ressources. Là on parle du minerai de fer, mais il y a d'autres aussi ressources minières, pour le phosphate par exemple, et justement bien sûr sur la charge de l'État, c'est le Trésor public qui a financé carrément. Donc c'est l'argent du Trésor, et puis à long terme rentabiliser tous ces projets. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, je vous pose à vous, M. Baba Ahmed, par rapport au minerai algérien. Il va intervenir très prochainement sur le marché international. L'Algérie va se positionner comme un pays, on l'espère très bientôt, exportateur de minerai de fer. Qu'est-ce que cela va jouer sur notre position sur le marché mondial, notamment en matière de production de minerai de fer, et non seulement répondre à la demande locale, avec la transformation qu'on fait déjà, notamment avec AQS, que vous disiez tout à l'heure sur Bellara, Hadjar ou encore Tochiali, mais aussi cette présence sur le marché international du minerai de fer, avec les pellets transformés prêts à être utilisés sur les industries lourdes. Effectivement, c'est une avancée, d'une part économique, géopolitique, et pour équilibrer la balance, pour éviter de trop importer. Si ce n'est ne plus importer. Bon, sur le court terme, peut-être on est en train de parler sur le moyen terme. À 3 ans, 4 ans, peut-être on ne va plus importer de fer. Et comme je le redis, le fer est un élément indispensable à l'industrie. Il n'y a pas une industrie qui n'utilise pas le fer. Donc la demande est mondiale. C'est une bourse. D'ailleurs, le prix varie. Des fois, ça augmente et des fois, ça descend. Mais la demande est constante. Donc c'est un investissement qui est fructueux. La rentabilité est peut-être sur le long terme, mais en termes de création de postes d'emploi, en termes de vision stratégique, c'est un projet qui va mettre l'Algérie au niveau international parmi les exportateurs, les premiers exportateurs de fer d'ici peut-être 10-12 ans. Elle sera parmi les premiers. Après, donc, avoir équilibré entre l'offre et la demande interne, parce que les usines algériennes doivent fonctionner donc, avec une matière première. Et après, on sera parmi les... je suis convaincu qu'on sera parmi les leaders exportateurs de fer dans le monde. Monsieur Hadef, votre avis?
Écoutez, je On pense parle du positionnement de l'Algérie par Bien rapport à... évidemment, Oui. déjà sur le plan géopolitique, c'est un élément extrêmement important. D'ailleurs, c'était ça le message qui a été dès le départ, hein, lorsqu'on a lancé le projet, c'est de rendre l'Algérie un pays qui existe sur la carte des pays producteurs d'intrants pour les industries sidérurgiques et mécaniques. Donc ça, c'est un message qui, à travers cette réalisation, est bien passé pour l'ensemble des acteurs à l'international. Mais aussi, surtout, il y a une portée aussi économique, c'est que ça donne de la visibilité aux investisseurs. C'est qu'aujourd'hui, en acheminant le projet d'infrastructure ferroviaire et l'entrée en exploitation du projet de garage Billette, c'est un signal donné aux investisseurs parce qu'il y a d'autres investisseurs qui veulent s'installer, mais ils attendaient à ce que le challenge ou le défi va être relevé par l'Algérie, ce qui est aujourd'hui une démonstration. Et à mon avis, d'ailleurs, même Toshali réfléchit à installer une deuxième usine à Béchar. D'ailleurs, il y a eu une rencontre avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement pour une intention d'investissement. Et là, je pense qu'une fois le chemin de fer est finalisé, donc on va passer à vraiment un modèle industriel. On est en train de parler d'un projet qui capte des IDE, des investissements directs étrangers. Bien évidemment, écoutez, un projet pareil, c'est pour ça que j'ai dit il faut l'avoir dans une vision très très large, parce que aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qui est important déjà de substituer les importations qu'on est en train d'avoir pour l'industrie sidérurgique, mais là, on est dans une vision encore plus large, parce que ces projets-là vont donner vraiment une nouvelle perception de l'environnement de l'investissement en Algérie, à travers déjà un secteur qui, à mon avis, va devenir un pilier de la relance et de l'émergence économique algérienne. Et d'ailleurs, le président de la République en a fait part lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques après l'IATF. Il a dit que l'industrie minière va devenir un des piliers de notre économie. Donc là, on est vraiment dans les tendances et aussi on est dans les projections. Mais maintenant, quand on donne ces signaux-là, c'est que les investisseurs, effectivement, vont un peu changer leur perception, parce que généralement, il s'agit de perception. On est en attente de voir est-ce que les projections se concrétisent. Voilà. Oui. Et là, effectivement, on est dans une optique d'attractivité des investissements, parce que moi, je crois, dur comme fer, que l'émergence économique passe aussi par l'attractivité des IDE. C'est un levier extrêmement important. Peut-être que Achille va aussi donner son avis sur ça. Les IDE, c'est un levier qui permet d'avoir la technologie. Ça, c'est extrêmement important. Et se positionner sur les marchés. Et là, l'Algérie, on en a vraiment besoin de ces deux composantes. La technologie, déjà avec les Chinois pour traiter la problématique technique de l'extraction du minerai. Voilà. Et la deuxième, il faut maintenant, M. Mohamed en a fait part aussi, c'est une bourse, c'est des marchés qui sont très très compétitifs. Donc il faut se positionner sur les marchés, mais en ayant des idées en Algérie, c'est là où on peut prendre à travers ces idées-là, des partenariats, des alliances stratégiques bien évidemment, qu'on peut se positionner sur les marchés en tant que fournisseur de matières premières, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on doit se positionner en tant que fournisseur des semi-produits. Ce qui est déjà le cas. Nous sommes dans une activité de sidérurgie qui s'est développée ces dernières années. Bien évidemment, oui. Mais là, je parle aussi sur le marché international. Sur le marché international. Parce que, M. Mohamed l'a si bien dit, il n'y a pas d'industrie qui n'utilise pas le fer. Et donc il faut se positionner sur ces marchés internationaux de façon durable. C'est-à-dire que si je résume bien ce que vous dites, c'est-à-dire aujourd'hui en Algérie, nous avons bien sûr besoin d'exploiter ce minerai
pas seulement, et ce n'est pas le but d'exporter en l'état, Oui. le transformer. Et cette industrie, elle existe déjà, on transforme, on fabrique du rond à béton, on fabrique des billettes d'acier. C'est-à-dire que tout ce travail de transformation existe, qui est prédestiné à être exporté. Oui, tout à fait. Mais là, je pense qu'on est appelé aussi à se développer en termes de concept. Surtout le concept des chaînes de valeur. Se diversifier. Voilà, oui. quand on parle de concept de chaîne de valeur, là, on est dans des concepts de ce qu'on appelle les backward linkages et les forward linkages. C'est des effets d'entraînement en amont et en aval qui permettent aux produits algériens. C'est-à-dire, si on va dans le concret, qu'est-ce qui pourrait être entraîné, qu'est-ce qui pourrait apparaître dans les prochaines, les 10 années qui viennent, notamment en ce qui concerne la sidérurgie? En ce qui concerne, c'est ça. Pour être précis. Je donne un exemple très très précis. C'est l'industrie automobile. Ok. L'industrie automobile, on sait tous que le fer est un intrant pour l'industrie automobile, mais ce n'est pas n'importe quel fer. Il faut qu'il soit préparé, Traité. transformé, traité. Oui. Et l'industrie automobile, comme vous le saviez, aujourd'hui connaît une crise, surtout avec la flambée des coûts de l'énergie. En Europe, aujourd'hui, c'est toutes les usines qui sont en train de fermer. Parce que par défaut de compétitivité. Manque d'énergie. Voilà, compétitivité en termes de coût d'énergie. Alors que chez nous, dernièrement, on a fait une étude, le coût du gaz algérien est 27 fois plus compétitif que les 4 meilleures économies européennes. Le coût de l'électricité est 9 fois plus compétitif que les 4 meilleures économies européennes. Donc c'est là où il faut se mettre maintenant dans ces concepts de chaîne de valeur. On est là, on est producteur, mais aussi transformateur. Donc c'est là où on doit avoir des alliances. C'est pour ça que je parle des IDE. Si je comprends bien, et je pose la question à M. Hachir, pour faire tourner un peu la parole, si vous le permettez. C'est-à-dire que demain, si un industriel automobile souhaite s'installer en Algérie, utiliser de l'acier algérien ou du fer algérien pour une activité d'emboutissage, on imagine, pour faire la fabrication de base d'un véhicule, les coûts de production seraient plus compétitifs. Et cela permettrait peut-être à notre pays de se placer comme étant un pays attractif, notamment en matière d'énergie et en matière de potentialité, et même aussi de savoir-faire, parce qu'aujourd'hui en Algérie, nous sommes ouverts aussi à cette formation, à ce transfert, notamment en matière d'industrie automobile. La politique a déjà affiché. Oui, justement, parce que l'enjeu, il est là, c'est-à-dire comment mettre en valeur toute la chaîne, et surtout la mettre en valeur dans la phase aval du produit fini. L'acier plat, par exemple. L'acier plat, il était à la portée de l'Algérie, même de la Hadjar, etc. Maintenant, Tossiali, justement, il se positionne pour fournir l'acier plat pour Fiat, je pense. Donc, alors que l'acier plat, nous avons la matière première, c'est-à-dire nous avons de la sidérurgie, de la métallurgie. Depuis les années 70, on a développé quand même cette filière et cette branche sidérurgique. Malheureusement, il y a eu des ruptures après, c'était la crise, etc. Mais on est bien positionné pour développer davantage et être très compétitif en matière, non seulement de l'acier plat, même de ce qu'on appelle les métaux spéciaux. Parce que l'alliage, par exemple, il faut se positionner pour la production de l'alliage, qui est très cher. Et surtout qu'on a aussi d'autres, c'est-à-dire ressources minières qui peuvent compléter, comme la mine de zinc qui va être, c'est-à-dire aussi intégrée dans éventuellement la fabrication de l'alliage. Donc tout ça, et puis même pour l'industrie automobile, la pièce détachée, etc. Donc vous voyez que le minerai de fer reste toujours la ressource de base pour le développement de plusieurs branches, que ce soit sidérurgiques, métallurgiques ou industrielles. Donc je pense que, d'ailleurs, il faut souligner une chose, c'est que il y a une orientation même du président de la République de ne pas exporter, c'est-à-dire les matières brutes, mais il faut les mettre, il faut la mise en valeur, parce que la valeur ajoutée, quand on met en valeur quelque chose, donc on lui donne un prix
plus intéressant, plus important, même à l'exportation. Et puis, quand on met la chaîne de mise en valeur, donc en parallèle, on crée des emplois, on crée de la sous-traitance, de la PME, etc. Donc, c'est toute une économie, une croissance économique. Donc, il y a ce qu'on appelle une croissance endogène qu'on va développer. Et qui ne va pas être seulement dépendante de l'extraction. Parce que là, on a souffert beaucoup de l'économie extractive, le pétrole, le gaz, etc. On exporte après. Là, il ne s'agit pas de refaire Là, il ne s'agit pas de refaire justement le schéma de l'économie extractive et d'y aller vers la mise en valeur de toute la chaîne. Monsieur Bab Ahmed, sur les compétences, parce que je sais que vous attachez un intérêt particulier sur cette chaîne de valeur qui devrait et qui doit intervenir, mais elle entraînera forcément avec elle ce gain en termes d'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les universités, et pas seulement, il faut souligner que les centres de formation sont pleinement impliqués aussi dans cette dynamique. Est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer dans quelques années voir des centres de formation ou des pôles de formation, notamment dans les régions, notamment à Tindouf ou à Béchar, pour former cette élite qui va justement être engagée dans cette dynamique de développement? Exactement, parce que les 15 000 employés qui ont travaillé déjà sur le projet, c'est... Là, on est en train de parler de l'exploitation, bien sûr, du minerai et sa transformation, parce que c'est ça le but aussi. Justement, ça prouve que le potentiel est là. Le potentiel est là, la volonté est là. Il suffit de coordonner, d'harmoniser tout ça pour atteindre un objectif stratégique qui est que ce soit apporter ou inviter des IDE donc, à s'installer pour fabriquer des voitures, pour fabriquer tout type d'industrie, mais l'IDE aussi, les IDE, aimeraient bien trouver des compétences, et les compétences y sont. Il suffit de croire en eux, il suffit de leur donner du potentiel et de leur donner éventuellement une visibilité, un plan de carrière. Parce que quelqu'un qui peut se projeter, il peut éventuellement donner peut-être pas 100%, 110% de son potentiel. Et quand un Algérien voit qu'il participe à la fabrication d'une voiture made in Algeria, et donc il va se dire que tiens, la tonne, c'est moi qui l'ai fabriquée. Et je suis sûr et certain que les centres de formation peuvent les former parce que à travers la vision et la visibilité, ils viendront se former d'une manière motivée. Ils ne vont pas se former juste pour avoir un diplôme de formation professionnelle. Ensuite, il va chercher du travail. Là, on est en train de parler d'un autre modèle. Donc, on va former et recruter immédiatement. Déjà, il sera en stage pendant la formation, donc il sera en même temps mis sur le volet donc pour pratiquer. Et le learning by doing, donc il va apprendre en même temps qu'il va pratiquer, donc, et vice versa. J'aimerais poser la question sur la balance commerciale. Je sais que ça vous tient à cœur, hein, le déficit, comment compenser. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on est un pays importateur de pellets de fer, avec tous ces navires qui débarquent notamment sur les ports de Djenjen, pour débarquer notamment ces quantités énormes. Aujourd'hui, tout cet argent, toute cette marchandise qui arrive notamment du Canada, notamment plusieurs pays étrangers qui nous fournissent, cette tendance, elle est appelée à disparaître et même à être dans le sens inverse. Quel est son impact macroéconomique sur notre économie? C'est très important de le souligner parce qu'on parle souvent de cette volonté de baisser l'importation. Voici un exemple concret, dites-nous. Ça fait partie d'abord de la stratégie de substitution aux importations et de diversification des exportations hors hydrocarbures. Au lieu d'importer du minerai, et pourquoi pas ne produire du minerai du moment qu'on a un potentiel. C'est l'une des mines les plus importantes au monde, peut-être. Et puis,
justement le minerai, transformer le minerai et exporter des produits finis. Donc voilà. Mais en termes de chiffres, en termes de chiffres, j'aimerais écouter les chiffres. je pense qu'en 2023, la facture d'importation du minerai, pas seulement de minerai, mais tout ce qu'on rajoute dans la sidérurgie, tourne autour de 2 milliards de dollars. C'est important quand même. Et l'un des objectifs de ce projet-là, justement, la première étape, c'est de substitution et de s'autosuffire en matière de minerai pour le besoin de l'industrie sidérurgique algérienne. C'est-à-dire, si on veut produire 12 millions de tonnes, par exemple, on doit importer 15 millions de tonnes de minerai. Donc, vous voyez un peu. Donc, même ce qu'on appelle en termes c'est-à-dire de différentiel de marge, c'est pas intéressant parce qu'on importe en dollars et les marchés parfois ça monte, parfois ça baisse. Mais quand on produit localement, donc ça nous donne d'abord des marges de manœuvre en matière de compétitivité de notre produit parce que c'est produit algérien avec des coûts et des coûts bas, donc on va être encore plus compétitif en matière d'exportation de produits finis. Donc c'est là la notion de souveraineté où elle est mais bien sûr, totalement, elle prend son sens. Tout à fait. Du moment que il n'y a pas que le minerai de Ferrat, donc plusieurs. C'est vrai qu'on a choisi aujourd'hui de parler du minerai de Garage Billet, mais on peut aller sur le phosphate, sur le zinc, comme vous disiez tout à l'heure, colbrate, etc. Donc on a des réservoirs, un potentiel important. Il faut les exploiter, il faut les mettre en valeur encore. Et pourquoi importer? C'est comme aussi l'histoire du blé, c'est la même chose. Absolument. On a tout le potentiel pour produire du blé. Et aujourd'hui, on a montré aussi, vous tendez un peu la perche sur le blé, peut-être on en fera une émission prochainement sur le blé, qu'on a commencé à démontrer qu'il y a des potentialités énormes en termes de quintaux par hectare. Nous sommes arrivés à des moyennes de 60 à 70 quintaux. Ça, c'est un autre sujet, j'ai ouvert une petite brèche. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je vous laisse pour finir sur la thématique d'aujourd'hui. Vous avez peut-être cette ambition aussi de voir ce projet se concrétiser rapidement. On le souhaite d'ailleurs pour les habitants de Béchar, pour les habitants de Tindouf également. Cette usine, ce complexe également qui va voir le jour, qui sera inauguré également à Béchar. C'est une bouffée d'air frais pour nos populations, pour ces Algériens qui sont à Tindouf et à Béchar. Bien évidemment, je pense même pour les Algériens qui sont au nord, ils vont avoir aussi des débouchés dans cette région. À mon avis, on est en train de refaçonner la carte économique algérienne par ce genre de projet. C'est un projet structurant qui va au-delà de la filière ou du secteur sidérurgique. Il va un peu entraîner une dynamique économique dans toute la région du sud-ouest. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il a une portée aussi sociale, comme vous l'avez dit, parce qu'il y aura création d'emplois directs qui vont être directement liés à l'industrie du fer, mais il y aura aussi d'autres industries qui vont se greffer tout autour, parce qu'il y a les services qui doivent aussi s'installer, il y a les équipements publics aussi qui doivent s'installer. Donc il y aura toute une dynamique que la région n'a jamais connue depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Oui. Et là, c'est là où il faut mettre un peu l'accent sur la vision de cet équilibre régional. On parle aussi de grands projets d'un chemin de fer qui va d'Alger à Tamanrast. C'est une vision quand même assez révolutionnaire. Mais aujourd'hui, grâce à ce chemin de fer, on peut le faire. On peut aller d'Alger à Tamanrasset. Aujourd'hui, ce n'est plus un mythe. On ne parle plus de la RN1. On parle peut-être d'un chemin de fer qui couperait tout le pays en deux, c'est-à-dire tout le pays. Même on parle d'une augmentation de la distance en chemin de fer de 4500 à 12 000. Vous imaginez un peu le challenge qu'on se donne. Et à mon avis, on a déjà commencé avec le sud-ouest, avec Tindouf, Béchar, et pas que.
parce qu'il y aura aussi la modernisation de la ligne Béchar-Oran, parce qu'on doit aussi acheminer vers le port. Oui. Donc, et là, on voit du concret. C'est des projets qui sont réalisés dans des délais records. Et donc, rien n'est impossible. Je pense qu'aujourd'hui, quand il y a la volonté, il y a la compétence. C'est un peu la même chose que les stations de dessalement d'eau de mer qui ont été réalisées par des ingénieurs, par de la compétence algérienne. Là, c'est une autre démonstration que la jeunesse algérienne peut aussi relever les grands défis, pas seulement des petites usines ou des petits projets, c'est des grands projets. Donc, il faut les saluer. Il faut continuer sur cette ambition. Le président est venu avec une ambition stratégique de mettre l'Algérie sur le giron des pays émergents en 2030-2035. Donc, on a tous les moyens pour y arriver. Un dernier mot, Hicham Baba Ahmed, avant de clore cette émission. Le potentiel y est, donc j'encourage toute la jeunesse à commencer à se former, à commencer à relever les challenges. Et parmi les challenges, c'est le respect du temps, parce que ce genre de projet nécessite d'être compétitif au niveau mondial et chaque minute compte. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir m'avoir accompagné pour cette émission. On espère revenir dans quelques semaines pour parler de ce projet inauguré avec une première cargaison qui irait de Tindouf en passant par Béchar et arriver vers les ports d'Oran. Et pourquoi pas faire une émission là-bas, c'est une belle idée. Abdelrahman Hadef, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Vous êtes consultant expert en géoéconomie. Merci nous avoir fait l'honneur d'être avec nous, Abdelrahman Hadef. Hicham Baba Ahmed également, merci. Vous êtes enseignant en marketing et vous êtes consultant de la chaîne. Merci également pour votre présence. Merci à vous. Mohamed Achir. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter encore? Merci. Non. Alors, docteur en géoéconomie également et qui m'accompagne pendant ces 2 dernières années pour l'émission Déclic cette saison. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée et puis je donne rendez-vous dès mardi prochain.